Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. Les vacances parlementaires, période idéale pour faire le bilan des actions des commissions de l'Assemblée nationale. Celle des affaires générales institutionnelles et des droits humains a expliqué qu'une trentaine de lois ont été votées au cours des 6 premiers mois de l'année 2017. Le scénario catastrophe est-il en train de s'écrire au Kenya? Grande interrogation après les violences qui ont émaillé hier la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle remportée au premier tour par le président sortant Uhuru Kenyatta. 34 nouvelles lois ont été votées par les députés au cours de cette année. Toutes ont été promulguées et leur mise en vigueur revient au pouvoir exécutif. Ces informations ont été données hier par les députés membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains. Une table ronde organisée par le National Democratic Institute et le NDI a permis l'instauration d'échanges entre les parlementaires et les journalistes. Reportage Yacouba Gamene, Dramandadia. 127 députés, 5 groupes parlementaires, tous représentés dans les 6 commissions générales. L'année 2017 verra la mise en œuvre de 3 commissions d'enquête parlementaire sur l'éducation, la santé et les maîtrises d'ouvrage délégués. 34 nouvelles lois ont déjà été votées au cours des 2 dernières sessions de l'Assemblée nationale. Pour revenir aux 34 lois votées, il faut noter que 18 d'entre elles sont des lois de ratification ou d'autorisation de ratification qui portent pour l'essentiel sur des accords de financement de projets au profit du peuple burkinabé. Les lois votées cette année ont toutes été promulguées, mais sont-elles appliquées? Difficile de le dire. À cette étape, la balle est dans le camp de l'exécutif, fort de ses députés, en réponse aux inquiétudes soulevées ici par la vingtaine de journalistes des médias publics et privés conviés sur la table. Et nous sommes effectivement avec vous conscients que sur le terrain ça peine. Mais je pense que l'Assemblée nationale déjà est dans une dynamique de travailler à l'évaluation même de l'ensemble des lois qui sont votées. Parce qu'il y a des lois, et dès lors qu'elles ne sont pas abrogées depuis 1960 à maintenant, elles doivent être appliquées. Malheureusement, non seulement elles ne sont pas connues ou elles sont ignorées, mais il y a comme un inachèvement du processus législatif ou du processus juridique. Pour que ces lois votées puissent améliorer le quotidien des Burkinabés, la représentation nationale chargée du contrôle de l'action gouvernementale doit veiller au grain. Et le National Democratic Institute, à travers le programme CEPS d'Internews, invite les journalistes à s'intéresser davantage à l'activité parlementaire. Nous attendons plus de questions des journalistes, des questions plus précises sur les lois elles-mêmes. Nous avons eu beaucoup d'informations sur le fonctionnement global cette fois-ci. Il serait intéressant que les journalistes s'intéressent au contenu de certaines lois qui ont des portées très importantes dans la vie quotidienne des populations. D'où ce cadre d'échange pour créer le maximum de rapprochement entre députés et journalistes, afin de disponibiliser l'information parlementaire au Burkinabé par devoir de rédivabilité. Le plan de développement économique et social PNDS est exécuté à travers des cadres sectoriels. La rencontre ce matin du cadre sectoriel environnement, eau et assainissement pour se pencher sur les politiques dans les 3 secteurs. La concertation permet aussi de juger les résultats atteints à mi-parcours et de rechercher les voies pour de nouvelles performances. Des recommandations devraient donc sanctionner cette rencontre. Amadou Ilboudo, Maxime Zongo. Pour un meilleur suivi du PNDS, des cadres sectoriels correspondant à des secteurs de planification ont été définis. Après une concertation au mois de mars dernier qui a permis d'apprécier les performances du secteur environnement eau assainissement au titre de l'année 2016, le présent cadre de dialogue donnera ainsi l'occasion aux participants de plancher sur les résultats à mi-parcours des engagements pris pour 2017. Si la mise en œuvre des actions en matière d'environnement, de l'eau, de l'assainissement et de l'urbanisme au cours du premier trimestre de 2017 a donné des motifs de satisfaction, de nouveaux défis et non des moindres restent encore à relever. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 40% pour certaines composantes et à moins de cela pour d'autres composantes. Et la logique aurait voulu
pour être satisfait, qu'on soit au-delà de 50%. Qui reste à relever, c'est beaucoup. Je vous cite trois défis qui sont à relever. Aujourd'hui, si vous prenez le secteur de l'eau potable, de l'assainissement et des eaux à usage industriel, etc., il y a des difficultés pour boucler le financement à la hauteur des attentes des populations. Le présent cadre de dialogue va ainsi permettre d'apprécier de façon participative les performances déjà obtenues, mais il est surtout attendu à l'issue des travaux la formulation de recommandations pertinentes à même de combler les attentes. Koudougou a abrité mardi dernier la première session de la Commission nationale de contrôle des engrais CONASE, une rencontre qui s'est penchée sur le programme d'activité de la CONASE et préparé ses prochaines actions. En pleine campagne agricole, ce ne sont pas les sollicitations qui manquent à cette commission, habilitée à autoriser l'utilisation d'engrais par les producteurs, souvent confrontés à des difficultés pour s'en procurer. C'est Dilarienne, Nathalie Savargo, reportage à Koudougou. Au Burkina Faso, les cultures pluviales sont assujetties aux aléas climatiques, à la pauvreté naturelle des sols et surtout à une faible utilisation des intrants agricoles, dont les engrais. Et pour remédier à la situation, les membres de la Commission nationale de contrôle des engrais, CONASE, réfléchissent au cours de cette première session pour trouver des solutions à la problématique liée à la disponibilisation et à l'accessibilité des engrais de qualité. Nous avons des besoins théoriques d'environ 1 180 000 tonnes d'engrais tout type confondus que nous devions mobiliser pour soutenir cette production. Et donc il y a véritablement la nécessité que l'État puisse, avec l'ensemble des partenaires et des acteurs, prendre des dispositions pour que les engrais qui sont donc des facteurs importants dans la productivité agricole, dans la production agricole, soient assurés de façon qualitative pour accompagner nos producteurs. 5 millions de terres emblavées chaque année et un sol érodé et pauvre, les rendements restent faibles. Et selon le président de la commission, il est du rôle de l'État de créer les conditions pour que les privés puissent s'intéresser à ce secteur. Tous les engrais commandés par l'État pour accompagner les producteurs vulnérables sont contrôlés par le Bureau national des sols pour nous garantir la qualité de ces engrais. Nous avons des importateurs agréés qui sont dans cette salle avec nous. Nous avons la CIPAM, nous avons des initiatives de création d'une usine de production d'engrais au Burkina Faso qui est très avancée et qui va certainement se formaliser à travers les PPP très bientôt. Donc voici des mesures que le gouvernement prend pour donc soutenir le secteur des engrais, mais au-delà des mesures incitatives pour que nous ayons des engrais de qualité, il y a la répression aussi qui est en train de se préparer. La Commission nationale demande la relecture de la loi portant contrôle des engrais au Burkina Faso, car selon elle, cette loi n'est pas assez dissuasive. La coordination des actions de développement de la commune de Ouagadougou se fera dorénavant à travers un référentiel. Une étude est en cours pour permettre aux autorités municipales de disposer de données sur les besoins et priorités des arrondissements de la capitale. Ces données seront un socle sur lequel la commune devrait bâtir son véritable développement. Paul David Bambara, Arunamare. La commune de Ouagadougou connaît une expansion démographique et spatiale. Sa population s'évalue à environ 2 500 000 habitants avec une superficie de 52 000 habitants. Au dire du conseil municipal, cette expansion galopante entraîne des défis en matière de planification des actions du développement. La présente étude vise donc à renforcer les capacités de développement des arrondissements de Ouagadougou. D'un arrondissement à l'autre, les préoccupations d'une manière globale sont les mêmes, mais d'un arrondissement à l'autre, les priorités changent. Donc tout cela, ça va être pris en compte dans l'étude qui va être menée avec les maires d'arrondissement et les conseillers municipaux qui vont impliquer la population parce que nous croyons que la participation citoyenne est un soutien fort pour que les programmes puissent être réussis. On doit descendre au niveau de la base, au niveau des arrondissements, essentiellement au niveau des secteurs, pour, pourquoi pas, les questionner pour comprendre qu'est-ce qu'il s'agit donc pour eux. Et la vraie priorité qu'il faille mettre. Vous voyez qu'au niveau de Ouaga, au niveau des arrondissements, on est même tenté de dire que tout est prioritaire. 3 mois, c'est le délai imparti pour la réalisation de l'étude. Une étude pilotée par les différents maires d'arrondissement. Une fois achevé, ce référentiel permettra aux différents arrondissements de mieux orienter le développement communal.
Les arrondissements de Ouagadougou ont cruellement besoin d'électricité. Cela ne semble pas être le cas de la ville de Ndorola, commune située à une centaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Connectée depuis 2016 au réseau Sonabel, la localité ne manifeste pas un grand engouement pour le courant produit par la nationale de l'électricité. Quelques bâtiments administratifs et domiciles font recours au jus de la Sonabel. Pourquoi? Nous allons le savoir à travers ce reportage signé Drissa Traoré et Ali Traoré à Bobo-Dioulasso. L'électrification rurale, pas toujours une réalité dans les localités reculées du Burkina Faso. Mais ce n'est pas le cas ici à Ndorola, à 105 km au nord-ouest de Bobo-Dioulasso. Même si les 23 villages rattachés ne sont pas sous tension, cette commune est connectée au réseau de la Sonabel depuis décembre 2016. Bien avant ça, l'installation que nous on a vue ici, c'est au moment de la journée du paysan qu'on a fait cette installation. C'est en 2002. Et on avait fait ça pour les étrangers. Et en même temps, comme le président aussi devrait venir, donc à cause de ça, ils avaient fait cette installation-là. Après cette journée nationale du paysan, la nationale de l'électricité avait voulu retirer les installations, mais les populations de Ndorola se sont opposées au dit de ceux que nous avons rencontrés. 14 ans après cette activité, voici le courant ici dans cette partie du Kénédougou. Mais fort est de constater que la majeure partie de la population n'est toujours pas connectée au réseau. Seules quelques concessions et les bâtiments administratifs sont sous tension. Maintenant, le problème qu'on a ici, madame, ceux qui sont dans les non-lotis, vous savez très bien, en tout cas, la Sonabel n'a pas voulu, dans leur truc, en tout cas, on ne peut pas amener le courant dans les zones non-lotis. Voilà. C'est ça qui cause problème. Les difficultés, le plus gros même, c'est que le courant, là, ça coupe trop. Il coupe trop le courant. Il y a des moments où on a besoin de courant, là, ça se coupe. Moulay Konaté utilisait autrefois les kits solaires, mais actuellement, il est en phase d'essai avec le courant de la Sonabel. J'avais l'énergie solaire là avant que le courant n'arrivait. Donc, comme le courant vient d'arriver il n'y a pas longtemps, donc je travaille avec le courant. L'énergie solaire est là maintenant comme secours. Alors je suis en train de voir si d'ici quelques mois, 6 mois ou 7 mois, alors si ça va avec le courant, je laisse l'énergie solaire. Contrairement à cet ancien chauffeur de la Sofitex, plusieurs populations préfèrent se contenter de l'énergie de la société Yelemba, même si elle n'arrive pas à satisfaire tous leurs besoins. Yelemba intervient avec des kits solaires qui est juste pour l'audiovisuel, l'éclairage et l'audiovisuel. Par contre, pour la Sonabel, il n'y a plus de possibilité de faire beaucoup de choses, le froid et autre chose. Si on doit faire le froid avec les kits solaires, ça demande beaucoup plus d'investissement au niveau du client. Mais l'affluence, on reste toujours avec à peu près 150 clients à l'intérieur de Ndorola-Ville, malgré qu'il y a le raccordement Sonabel. Et dans les périphéries et dans les autres départements, des villages du département, nous avons plus de 300 clients. Les autorités de la localité, pour leur part, espèrent que la Sonabel va étendre ses installations aux 23 villages rattachés à Ndorola. Elles souhaitent par ailleurs des séances de sensibilisation pour le raccordement de la population au réseau. Les violences post-électorales que l'on redoutait tant au Kenya ont finalement eu lieu. Au moins 4 personnes ont été tuées dans des affrontements entre la police et dans différentes villes du pays. Les partisans de l'opposant Raila Odinga contestent la victoire au premier tour du président sortant. Le chef de file de l'opposition estime même que la commission électorale a été visée par une attaque informatique faussant les résultats de la présidentielle. Effroyable violence au Kenya au lendemain de l'élection présidentielle remportée d'après les premiers résultats par le président sortant Uhuru Kenyatta. Dans plusieurs bidonvilles de Nairobi, la capitale, des partisans du candidat de l'opposition Raila Odinga ont affronté la police toute la journée. On dénombre plusieurs morts. Des émeutes ont été rapportées dans le comté de Tana River à l'est du Kenya et à Kisii au sud où plusieurs manifestants seraient aussi tombés sous les balles.
Dans la soirée, la commission électorale kenyane a démenti avoir été piratée, comme l'affirme Raila Odinga. Elle a précisé que sur 97% des suffrages dépouillés, Uhuru Kenyatta était en tête avec 54% contre 44% pour son rival, qui dénonce des élections truquées. Les milliers d'observateurs sur place appellent les Kenyans à ne pas répéter le macabre scénario de 2007. Après la défaite de Raila Odinga, des émeutes avaient fait plus de 1000 morts. Le choc des mots fait monter la tension entre Américains et Nord-Coréens après les déclarations du président Donald Trump sur la Corée du Nord et les menaces de Pyongyang d'attaquer l'île américaine de Guam dans l'océan Pacifique. La tension est brusquement montée dans le camp des alliés des États-Unis, surtout les voisins de la Corée, ceux de Séoul et des Japonais qui redoutent le survol de leur territoire par les missiles nord-coréens. Face à la menace nord-coréenne, l'inquiétude monte, en particulier côté japonais, car un tir nord-coréen de 4 missiles sur l'île américaine de Guam entraînerait le survol du Japon de ces missiles. Les États-Unis et le Japon tiendront d'ailleurs une réunion ministérielle sur les questions de sécurité le 17 août à Washington. Notre gouvernement est préparé à plusieurs situations qui peuvent nécessiter l'évacuation ou la protection de nos citoyens au Japon ou à l'étranger. Nous avons envisagé des scénarios et nous nous préparons à recueillir des informations, à organiser des moyens de transport et à garantir la sécurité de nos concitoyens. Chez le voisin sud-coréen, le ton est encore plus ferme. Il ne sera pas question de protection, mais de réplique, a prévenu le porte-parole de l'état-major interarmé. Notre armée lance un sévère avertissement. Si la Corée du Nord dirige une attaque au mépris de la grave alerte de notre armée, elle affrontera la forte et ferme réponse de notre armée et de l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud. La tension entre les deux Corées est encore plus forte depuis août 2015. Des mines avaient explosé dans la zone démilitarisée, blessant 2 soldats sud-coréens. Séoul avait alors accusé la Corée du Nord de poser des mines, ce que Pyongyang avait démenti. Le retour des vieux démons au Kenya après la présidentielle ne pouvait passer sous silence dans les journaux. Les quotidiens commentent naturellement la situation kenyane, sans oublier la grève des chauffeurs routiers au Burkina. Vincent Tiendrebego. La grève des chauffeurs fait la une de l'actualité nationale. Une grève qui a paralysé les activités en immobilisant tout le monde, comme l'a constaté l'observateur Palga. Commerçants, vacanciers et même que certains candidats pourraient rater leur concours direct de la fonction publique. C'est dire que les pertes sont énormes. Même constat par Sidoya qui a fait le tour de quelques gares. Une chose est claire, c'est que cette grève a brusquement occasionné la souffrance de nombreux passagers. Le Premier ministre appelle à privilégier l'intérêt national, titre le journal à sa une, suite à la rencontre entre les grévistes et le chef du gouvernement. Que le sens patriotique et l'intérêt national prévalent, que ce qui s'est passé reste le passé. Propos de Paul Kabatieba, rapporté par le pays. Paul Kabatieba qui trouve regrettable ce qui a été à l'origine du mouvement, les propos du ministre Simon Compaoré notamment. Cela semble rassurer les grévistes que le gouvernement est ouvert au dialogue, mais à quand la reprise du trafic? Dans un délai raisonnable, selon le porte-parole des grévistes rapporté par le pays. Crise post-électorale au Kenya, et ça recommence, titre l'observateur Palga. En effet, Uhuru Kenyatta donné vainqueur, son rival Raila Odinga crie à la fraude par un piratage du système informatique. Et le journal se demande s'il faut y croire ou comprendre qu'il s'agit d'une simple affibulation d'un mauvais perdant qui, à 72 ans, vient de griller sa dernière carte après 4 tentatives. Seulement, les propos de Odinga font craindre le pire dans ce pays. Le Kenya est un véritable volcan ethnique, analyse le pays. Le clivage entre l'ethnie du président sortant et celle de son opposant est non seulement historique, mais aussi prononcé. Et on a l'impression qu'à chaque élection, le levier ethnique est activé par les politiques, explique le journal. Mais pourquoi les populations doivent-elles payer pour leurs égarements et les calculs des hommes politiques, s'interroge aujourd'hui au Faso. Bref, si tout dépend des politiciens, alors que Kenyatta ou Odinga disent un mot et le pays sera épargné. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.